Nous allons donc faire aujourd'hui un exercice original puisque nous allons parler d'un lieu disparu, le théâtre Saint-Gabriel d'Ajaccio, dont vous venez de voir des images, qui se trouvait à l'emplacement actuel de la poste centrale, à partir d'un livre dont l'auteur est absent. Donc, il n'y a plus de théâtre, le livre, l'auteur n'est pas là, et tout l'enjeu sera de mener l'exercice autour justement de ces lieux qui manquent, avec un auteur qui manque aussi, mais nous ne manquerons pas de compenser ces manques. Alors, à mes côtés, dans cet exercice, Marie-Christine Labourdette. Vous êtes présidente de l'établissement public du château de Fontainebleau, la vraie demeure des rois, disait Napoléon. Vous êtes aussi présidente de l'école spéciale d'architecture et précédemment présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Vous avez été aussi directrice des musées de France pendant 10 ans, ce qui vous a permis d'écrire un que sais-je sur les musées de France, toujours utile. Et vous êtes aussi vice-présidente de la Fondation du patrimoine. Donc vous avez de quoi faire, et le patrimoine est votre affaire. À mes côtés, Dominique Panzagne. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, professeur honoraire de Cagnes au lycée Fénelon, donc philosophe, ouvert à toutes les discussions et à toutes les problématiques. Donc ce sera un aspect patrimonial, un aspect philosophique. Je représenterai de temps en temps la noble congrégation des historiens. Donc, nous tâcherons de faire un dialogue à trois voix. Je n'oublie pas, évidemment, même s'il n'est pas là, Paul Desanti. Donc, Paul Desanti est l'auteur du livre Amar, Diena, qui a inspiré, comme vous l'a dit Michel, qui a inspiré cette discussion. Paul Desanti est professeur agrégé de lettres. Il est enseignant en langue corse à l'université de Corse. Poète, romancier, essayiste, il est auteur de plusieurs ouvrages en langue corse, en langue française. Le dernier, Amar, Diena, dont nous parlons ici, qui a été publié en 2025 et qui a obtenu le prix du livre corse, catégorie langue corse, évidemment. Ce livre, qui va nous servir aussi qui a été le déclencheur, on va dire, du thème de cette présentation, de ce débat, je vous le présente à grands traits. Donc, ce roman raconte, Amar, Diena, donc la marge, français, raconte l'arrivée à Ajaccio en 1927 d'une troupe de comédiens qui sont venus relancer l'activité du théâtre Saint-Gabriel, à l'époque un peu endormi, donc vous avez vu les photos, mais l'excentricité, on va dire, du comportement de cette troupe de comédiens venus d'ailleurs, va d'un côté ouvrir la société ajaxienne à toutes les capacités créatrices de l'art, toute la folie que peuvent porter l'art et les artistes, mais d'un autre côté va aussi révéler les manques, les mesquineries, les bassesses de cette société, jusqu'à créer d'irréparables tensions qui aboutiront, pour le malheur du théâtre, qui se trouve un peu au centre de toutes ces marges en opposition les unes aux autres, puisque Paul Desanti, en choisissant ce titre, utilise tous les mots de la notion de marge, à la fois marge sociale, marge culturelle, et note en marge, parce que justement le livre est écrit comme un double récit. En fait, c'est le récit de Santu Paoli, un jeune Ajaxien qui lui partage la vie des artistes et qui donc prend fait et cause pour cette troupe de baladins qui a rejoint Ajaccio, et celui de mademoiselle Anfriagne, Marie-Ursule Anfriagne, qui est une amie de Santu et qui est chargée de publier post-mortem le manuscrit de Santu qui raconte l'histoire de la dernière troupe du théâtre Saint-Gabriel. Le problème, c'est que, cette mademoiselle Anfriagne, il se pique de vouloir agrémenter le récit de son ami de notes, donc en marge, Amar, Diena toujours, d'où le titre, et elle compte bien par ses notes rétablir la vérité des faits qu'elle estime modifiés ou trop arrangés par son ami. Bon, bref, ils ont une relation un peu complexe, mais vous le découvrirez dans le livre. Il y a une citation, qui est la citation initiale du livre, je vous la dis encore si je vous la traduis, qui dit « Da ciò che pretendi un testo, a ciò che tu svela, c'è un mondo ». Donc, de ce que prétend dire un texte à ce qu'il révèle, il y a un monde, et tout le livre repose sur cette espèce de double récit, qui dit la vérité, qui dit le faux, qui est en marge, qui est au centre, qu'est-ce qu'Ajaccio, et ainsi de suite. Bon, je me permets de faire une introduction un peu longue avant de céder la parole et de partager la parole avec nos invités, pour vice de l'historien, pour contextualiser un peu ce théâtre, pour petit rappel. Donc,
Le ray de lumière est le thème commun de Racines de ciel cette année. Et nous, notre ray de lumière, c'est celui d'un incendie. C'est l'incendie qui détruit le théâtre Saint-Gabriel d'Ajaccio. Donc ce théâtre avait été inauguré en 1830. Il est détruit dans la nuit du 4 octobre 1927 par un incendie criminel, jamais élucidé, et aussi jamais reconstruit en tant que théâtre, puisque 10 ans plus tard, on reconstruit sur la base de ce théâtre l'actuelle poste centrale d'Ajaccio. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il y a un grand escalier monumental pour arriver à la poste, bien difficile à monter, et ces espèces de grandes voûtes, et puis un décor de pierre à bossage comme ça à l'entrée, c'est ce qui reste de ce qui était anciennement le théâtre Saint-Gabriel. Voilà, c'est les vestiges, ils sont toujours là. Donc, cet établissement, vous le voyez, a été actif pendant une centaine d'années. Son nom, Théâtre Saint-Gabriel, est un hommage au comte Gabriel de Lantivy, préfet de la Corse entre 1824 et 1828, qui a été l'initiateur du projet de construction d'un théâtre. Lui ne l'a pas vu construit, il est parti ensuite vers d'autres postes, mais le projet a été inauguré en 1830. L'architecte était Jacques Jouvin, mais bon, je passe là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est le contexte. À cette époque, dans les années 1830, Ajaccio est devenue préfecture de la Corse depuis 1811, pardon. Et en tant que préfecture, alors qu'elle était jusqu'ici une petite ville un peu isolée dans son coin, elle se doit de se doter d'un appareil monumental digne de ses nouvelles fonctions. Donc, certains de ces monuments sont encore debout. Le palais Lantivy, la préfecture, la maison carrée, donc la nouvelle mairie qui est construite hors les murs. Les murs sont d'ailleurs abattus. On met en place un nouveau plan d'urbanisme, le cours Napoléon, donc le cours Sainte-Lucie à l'époque, le cours Grandval, c'est le cardo et le décumène des Romains, et puis un plan très structuré, très impérial, qui doit donner du lustre à cette nouvelle capitale. Et donc, la construction du théâtre se fait dans cette logique. Par théâtre, une dernière précision, il faut aussi entendre opéra. Parce qu'en fait, dans le théâtre, une grande partie de la programmation de ce théâtre est consacrée au spectacle lyrique. Et la programmation elle-même est intéressante, nous y reviendrons pendant le débat, parce qu'elle est l'objet d'une espèce d'enjeu culturel. La Corse est française depuis peu de temps, en 1830, et donc ça se voit sur le répertoire. C'est-à-dire que les Ajacciens doivent choisir, si l'on peut dire, dans la programmation, entre un répertoire français du pays dont ils font partie maintenant, et un répertoire italien qui correspond plus à la culture traditionnelle, enfin à la culture habituelle des Corses de cette époque. Et on voit que petit à petit, il y a une espèce de compétition. Donc le théâtre est plutôt français, les pièces de théâtre sont plutôt des pièces françaises, et le bel canto, lui, est italien. Donc on joue au théâtre Saint-Gabriel, Donizetti, Verdi, Puccini, enfin bref, tous les grands Italiens. Mais par contre, on joue aussi du vaudeville, on joue du théâtre français. Donc il y a une espèce de double culture qui se met en place et qui est un des grands enjeux de la Corse du XIXe siècle, c'est-à-dire l'effacement de l'italianité et l'arrivée progressive de la francisation, enfin de la culture française. Le théâtre est un théâtre tout à fait correct, c'est un théâtre de province, pour utiliser un mot que Malraux n'aimait pas, mais il reçoit des troupes, dont la troupe de la Scala, qui fait 2000 ans, donc quand même assez prestigieux. Il a les honneurs de la visite de l'impératrice Eugénie en 1860, et puis il traverse les vicissitudes d'un théâtre jusqu'à cette tragique nuit d'octobre 1927, dans lequel il brûle. Il est brûlé, je vous dis que c'est un incendie criminel, parce qu'en fait on a retrouvé les bidons d'essence qui ont mis le feu au théâtre, donc ça laisse peu de doute sur il est assez rare qu'on abandonne des bidons d'essence dans un théâtre. Donc bon. Mais on n'a jamais su qui avait détruit le théâtre et pourquoi. Peut-être pourrons-nous avancer des éléments de réflexion aujourd'hui. La disparition du théâtre crée donc un lieu qui manque. C'est le thème de notre discussion, qui heureusement ne met pas fin à l'activité théâtrale à Ajaccio, parce que l'activité théâtrale est encore aujourd'hui riche et dynamique. D'autres lieux, vous le savez, ont été consacrés au théâtre à Ajaccio, le théâtre Calisté, et puis des salles ponctuelles, on va dire l'Adia, le Palais des Congrès, et ainsi de suite, jusqu'à, il y a peu de temps maintenant, la reconversion de l'ancien cinéma Empire en faisant fonction de salles de spectacle et de théâtre. Mais il nous manque toujours un théâtre monumental. Donc il y a du théâtre, mais il n'y a pas de monument qui concerne le théâtre, et donc j'en arrive à vous avez été patient, merci, à la première question sur justement cette notion de monumentalité. Donc Marie-Christine Labourdette, la monumentalité est votre quotidien. Oui, professionnel, j'entends. Et quelle est l'importance, que ce soit à Ajaccio ou ailleurs, de la monumentalité dans les édifices publics, et particulièrement dans les édifices publics culturels de la France des années du théâtre Saint-Gabriel? Vaste question.
Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de mesurer que le 19e siècle va rationaliser une monumentalité urbaine sur la base d'une articulation entre des formes extérieures et des usages qui vont devenir un peu des usages récurrents, ou en tous les cas qui vont être reproduits dans ce qu'on appellera les préfectures, ou en tous les cas les villes perçues comme étant des lieux de sociabilité extrêmement importants pour des régions et des zones habitées. Donc il faut des grands monuments, il faut un hôtel de ville, il faut un grand lycée, il faut un grand musée et il faut un grand théâtre. Et c'est assez frappant de voir à quel point finalement ces espaces qui correspondent aussi à un vocabulaire très proche des besoins du forum romain au sens antique du terme, vont marquer l'architecture de villes, par exemple si on prend Lille, pour aller à l'autre bout de la France, en face de la préfecture de Lille, il y a le musée des Beaux-Arts qui est absolument similaire, à la fois en architecture, avec une grande architecture à colonnes, avec les frontons, enfin tout un vocabulaire qui justement est aussi très proche d'un besoin d'affirmation d'une antiquité à la fois idéalisée et perçue comme un modèle presque indépassable. Et à côté de ça, vous avez effectivement un grand hôtel de ville et un très grand lycée aussi, qui permet d'affirmer ce que Napoléon veut mettre en place quand il parle des grands blocs de granit sur lesquels il veut construire la France. S'il le fait avec à la fois des socles juridiques, mais aussi des institutions phares qui sont quasi vraiment reproductibles dans toutes les grandes villes. Et ce qui est frappant, et d'ailleurs, ça je sais pas, parce que je ne suis pas, vous avez remarqué, je suis la non-corse du débat, donc je vais essayer de pas dire de bêtises sur ce sujet, mais ce qui est assez frappant, c'est, on en discutait tout à l'heure, c'est le fait que la ville d'Ajaccio a été une ville qui a été finalement très programmée dans sa construction, enfin du moins pendant 3 ou 4 siècles. Ça serait intéressant de savoir si quand l'empereur décide que Ajaccio va devenir la préfecture du département de la Corse, est-ce qu'il organise de la même manière? Est-ce qu'il planifie des grandes institutions? Donc on est dans une des grandes institutions, puisque il y aura le musée qui au départ n'était pas prévu pour s'appeler Fèche, mais qui devait être effectivement un musée, qui est le musée dans lequel on est. Il y a, comme vous le rappeliez, une très belle préfecture, il y a un grand hôtel de ville. Et donc le théâtre, est-ce que le théâtre avait été programmé? Parce que le fait qu'on ait le théâtre aussi dans la même perspective que la préfecture, sur le même alignement qui aboutit à la mer, on voit bien la logique de démonstration de besoins de sociabilité et de lieux de sociabilité où doit s'affirmer une structuration de la société qui est maîtrisée et qui doit permettre aux gens d'effectivement comprendre qu'ils sont dans un ordre et dans une forme d'agencement, en tous les cas, qui à la fois les protège et en même temps les contraint et les encadre. Dominique Panzani, peut-être une remarque sur la mentalité, sur la monumentalité, pardon, et cette recherche de monumentalité dans l'espace urbain. Je ne sais pas si la monumentalité est essentielle, à tout le moins la centralité l'est. C'est-à-dire qu'elle avait une fonction, enfin, et elle a toujours une fonction de médiation culturelle et de rencontre. C'est-à-dire c'est un lieu de sociabilité important. Maintenant, aujourd'hui, on est confronté, c'est une discussion que nous avons eue entre nous, on est confronté plutôt à des formes de dissociation, c'est-à-dire que cette centralité s'écarte. Je pense par exemple à Nice, la destruction du théâtre de Nice récente, qui avait été faite par Bayard, et le transport de la salle de théâtre du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine à l'extérieur de Nice montre bien que peut-être on a une autre conception de la centralité et de la monumentalité aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on pense à un théâtre comme le théâtre Saint-Gabriel, on peut se poser la question suivante. Quel manque
l'absence de ce théâtre représente-t-elle pour les Ajacciens, par exemple? Alors, pour le préciser, pour le contextualiser, toujours le vice de l'historien, la pratique du théâtre vient beaucoup avec l'arrivée des garnisons françaises. Donc, il y a déjà au moment où la Corse devient progressivement française, et donc la volonté de créer un théâtre précède celle du théâtre Saint-Gabriel, puisque les officiers des garnisons demandent du théâtre, la notabilité qui est avec elle demande un théâtre. Donc, au début, il y a des théâtres qui sont faits avec les moyens du bord. Et est-ce qu'il s'agit effectivement réellement d'une demande de la société ajaccienne, ou est-ce que c'est une espèce de symptôme de l'arrivée d'un nouveau pouvoir qui va imposer ses normes dans la société ajaccienne? C'est aussi possible. Je voulais me proposer aussi de vous faire une petite lecture de temps en temps du livre de Desanti, de Paul Desanti, pardon. Donc je vous fais la lecture en Corse qui décrit justement dans le roman de Desanti la monumentalité de ce théâtre. Et après, nous continuons notre discussion. Je vous fais la traduction au débeauté ensuite. Donc voilà le théâtre Saint-Gabriel. Era un pezzo che qui do teatro San Gabrielli era stato abbandonato e chiedo trinudiava a mezzo corso come razza di caraveda arrenata, a tempo vittima di amara cura et de l'indifferenza. Donc ça faisait longtemps déjà que le théâtre Saint-Gabriel était abandonné et qu'il trônait au milieu du cours Napoléon comme une espèce de caravelle abandonnée, jetée sur l'arène, sur la plage, à la fois victime de mauvais traitements, de manque d'entretien et de l'indifférence. Poi era passato di moda o tralasciato per via di cumbriculi storti. Il était passé de mode et abandonné à cause des magouilles tordues. Et ensuite, description des personnages qui regardent le théâtre, parce qu'en fait, le théâtre est un peu déjà le grand absent. Usi magnavani in cullotia, Monsieur Poli et Mahmoud, qui sont deux personnages, quando Eddie ripassavani di fronti, inditavani a tempo afflitti e speranzosi a cascateda di petra che faccia o peristillo, smannitavani uttiediandosi e gornici scarpilinati, ni toccava i fondata come un paradiso perso, un paradiso pronto a rinascere, pensavani. Donc ils le mangeaient des yeux, Monsieur Poli et Mahmoud, quand ils passaient devant ce théâtre. Ils le montraient du doigt, à la fois affligé et plein d'espoir, la cascade de pierre qui faisait le péristyle. Ils gesticulaient et jetaient et regardaient les corniches taillées. Ils touchaient les fondements, les fondations de ce théâtre comme si c'était un paradis perdu, un paradis qui était prêt à renaître, du moins le pensait-il. Donc voilà une monumentalité rêvée. Pour revenir sur cette monumentalité 2 secondes, rapidement, je veux dire que c'est pas tant l'édifice qui importe pour le théâtre que la capacité d'abri d'une sociabilité. Antoine Vitesse avait cette formule, il disait un théâtre c'est ou un abri ou un édifice. Je veux dire que qu'est-ce que ça peut abriter? Peut-être des résistances à ce qui entoure, peut-être une volonté de tracer une route différente que celle que la communauté ou la société impose. Et pour ma part, moi je pense que les deux peuvent être corrélés, c'est-à-dire que le théâtre dans en tant qu'abri, le théâtre en tant qu'édifice peuvent être identifiés ou s'identifier dès le moment où cet abri donne un sens à l'édifice. C'est-à-dire un édifice tout seul, ça suffit pas. C'est peut-être ce qui est arrivé au Théâtre Gabriel, c'est-à-dire que c'était un édifice, mais qui n'était plus un abri, puisque finalement, quand il est brûlé, si on suit bien l'histoire, quand il est brûlé en 1927, c'est aussi parce que des personnes considèrent qu'il ne remplit plus la fonction pour laquelle il a été créé, qui est celle d'être un abri ou de permettre un échange et d'une forme de sociabilité, et donc le bâtiment lui-même finit par être rejeté parce qu'il a expulsé lui-même la fonction pour laquelle il avait été construit. Donc c'est intéressant de voir à quel point finalement un bâtiment monumental n'est légitime
que par l'usage qu'on en fait et par l'usage que la société qui est autour accepte de lui donner. Et ce qui est très frappant aussi dans tous ces édifices monumentaux, ça se voyait peut-être aussi sur la photo du théâtre, c'est qu'on est sur une architecture donc avec colonnes, péristyles, frontons, etc., qui est une architecture qui est complètement plaquée partout en France, quel que soit le contexte dans lequel on est, et qui justement, je pense, ne correspond, enfin n'est accepté par le contexte que si son usage permet de suppléer le manque de contextualisation dans lequel il se situe. Et donc là, visiblement, le théâtre Saint-Gabriel n'avait plus ni la contextualisation ni l'usage, et donc il est pas mort de sa belle mort, mais pour ça que le fait de l'appeler Feu, le théâtre Gabriel, est intéressant. Mais en tous les cas, effectivement, il n'avait plus de légitimité. En quelque sorte, il faut qu'il soit habité. Hein, c'est la façon de l'habiter qui lui donne sa légitimité. Voilà. Les grands monuments ne continuent à vivre que si quelque part, finalement, les sociétés successives continuent à leur redonner une légitimité qui peut être extrêmement différente de la légitimité initiale, mais qui fait qu'ils continuent à véhiculer pour les gens qui la regardent et pour les gens qui finalement vont l'entretenir, vont accepter aussi de dépenser de l'argent, un sens qui l'emporte sur l'usage initial et sur le droit l'utilitarisme. L'utilité et la légitimité sont deux choses qui, en matière de monumentalité, peuvent à la fois s'affronter, voire se confronter ou s'annihiler. Alors, justement, sur la disparition brutale de cet édifice, alors là aussi peut-être nous en discutions ensemble, dans un édifice central dans la ville, une centralité crée deux manques. Donc un manque subjectif, un manque mémoriel, on parlait hier de la nostalgie et la mélancolie, et un manque objectif par rapport à la réalité de ce qu'est un tel édifice dans la cité. Donc, je crois effectivement qu'il y a un double manque. Le manque subjectif, s'il est simplement mémoriel et quand la mémoire s'efface, le manque n'a plus beaucoup de sens ni de signification, voire même devient une absence radicale. Je veux dire que je ne suis pas ajaccien, un peu au-dessus d'Ajaccio, mais je n'ai jamais su que sur la poste d'Ajaccio que la poste d'Ajaccio avait été édifiée sur les ruines du théâtre Saint-Gabriel. J'ignorais qu'il y avait eu ne serait-ce qu'un théâtre à Ajaccio de cet ordre-là. Donc, je pense que beaucoup d'Ajacciens sont ignorants même de cette histoire. Alors, en revanche, il y a un manque objectif. Et le manque objectif, je l'ai lu j'ai cru l'entendre dans les propos d'un certain nombre d'hommes de théâtre ajacciens, mais on pourrait élargir au continent. Je veux dire, quelqu'un comme François Orson, qui dit, et Noël Casal aussi, qui maintenant travaille à Bastia, à ce propos, il leur semble qu'au fond, on fait un conseil municipal dans une mairie, et le théâtre doit se faire dans un théâtre, c'est-à-dire avec une structure qui possède des plateaux, qui possède la possibilité de recevoir une troupe, qui possède, qui a la possibilité d'opérer des rencontres entre un public au sein d'un foyer, et que si tout cela n'est pas réuni, effectivement, le manque a une dimension d'objectivité. Alors, la question, évidemment, se pose de savoir, une fois qu'on a postulé ou qu'on a établi cette objectivité, quelle attente le public d'une ville qui n'a plus ce théâtre est-elle en correspondance avec le souhait que les hommes de théâtre ont d'en construire un autre? Parce qu'à Ajaccio, nous avons, si j'ai bien compris, nous avons des théâtres. Le théâtre de l'Empire, il y a l'espace Diamant, mais ce sont des lieux où il n'y a pas d'abonnement, au fond. Il y en a, mais pas spécifiquement. Mais pas spécifiquement. C'est l'abonnement pour les événements culturels. Voilà. Il n'y a pas une vie théâtrale à proprement parler. Voilà. Sans théâtre. Et il y a des troupes de théâtre. Qui viennent ici, oui. Tout à fait, oui. Vous vouliez. Est-ce que c'est un théâtre au sens
de la pratique théâtrale, parce qu'il y a eu des pratiques théâtrales sans lieu. On pense à la Commedia dell'arte sur les places, on pense au mystère devant les cathédrales, on pense à ce que raconte Brecht aussi dans Mercourage. Enfin bon, il y a des espaces où le théâtre finalement peut être une pratique qui se joue ailleurs, ou est-ce que c'est aussi l'art lyrique qui manque et qui peut être fait ailleurs? Parce que est-ce que ce manque, c'est un manque de spectacle vivant globalement, ou est-ce que c'est juste un manque de théâtre et de représentation? Et d'ailleurs, sur quel répertoire aussi? Alors, là, je suis. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la notion, c'est que le théâtre, manifestement, à la fin du XVIIIe, début XIXe, porte la notion de modernité. C'est-à-dire que si on veut être une ville moderne, avec une manière moderne de représenter des spectacles culturels, donc que ce soit du bel canto, du théâtre lyrique ou des mystères, c'est plus trop à la mode, mais on peut faire il y a des équivalents. Et donc, manifestement, il y a une volonté de montrer que la ville, en plus devenue capitale, est moderne. Et c'est quelque chose qui va rebondir, parce que c'est à se demander justement, mais j'anticipe, mais on en reparlera, si le théâtre est toujours vécu comme un élément de modernité en 1927, c'est-à-dire quand il est mis en danger. Est-ce qu'il n'y a pas d'ici là une autre modernité qui s'est imposée à Ajaccio? Parce que, alors le premier cinéma est créé quand? Le premier cinéma d'Ajaccio, bonne question. Oui, c'est vrai. Oui, les premières représentations sont données dans le théâtre, tout à fait. On donne donc voilà, c'est un lieu multiple. Sinon, il y a encore un lieu qui a été transformé, puisqu'il y avait un cinéma à la place du Monoprix, mais il est devenu un supermarché. Donc bon, pas un côté pragmatique de la ville d'Ajaccio. Mais c'est à peu près. Oui, effectivement, le théâtre est aussi, du moins jusqu'au début du XXe siècle, un réceptacle de la modernité dans Ajaccio. C'est-à-dire qu'on accueille des éléments modernes. Alors, je ne veux pas partir sur du campanilisme et des comparaisons entre les deux capitales de l'île, mais par exemple, la construction à peu près au même moment du théâtre de Bastia. Donc Bastia, à l'époque, quand les Français arrivent, Bastia est capitale. Donc la présence du gouverneur Marbeuf va faire qu'on va construire un théâtre monumental beaucoup plus vite à Bastia. Et Bastia va construire son théâtre, qui est l'opéra de Bastia en fait actuel. Et ce théâtre, qui va être très durement bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui sera reconstruit pour le coup. Et Bastia garde, contrairement à Ajaccio, on l'évoquait même actuellement, Bastia a gardé, alors à tort ou à raison, on est dans de la représentation et du mémoriel, mais a gardé le souvenir d'une ville qui a une culture lyrique, qui a aussi accueilli César Bezzagne, Lucioni, enfin les grands ténors, alors que Ajaccio, en fait, il partait à peu près du même point, a priori, puisqu'on se disait que les deux villes avaient un théâtre, les deux villes recevaient du répertoire italien, et ainsi de suite, et l'un l'a gardé, l'autre l'a perdu. Pourquoi? Mystère. Ce serait quelque chose qui serait à creuser. Sur le répertoire, malheureusement, je ne saurais pas trop quoi vous répondre. Il n'y a pas beaucoup d'études, en fait, sur le théâtre Saint-Gabriel. La principale est l'œuvre de Xavier Trojani, qui a fait un travail très érudit sur ce théâtre. Et donc, on sait qu'effectivement, il y a un double répertoire qui se met en place, mais que les Ajacciens manifestent plutôt leur goût pour le bel canto italien et attendent plutôt. Alors les gens se moquent en disant oui, ils préfèrent de la chansonnette. Enfin bon, c'est pas très sérieux comme public, mais ça c'est plutôt des critiques extérieures, on va dire. Oui, le manque se révèle aussi dès le moment où il y a une offre. Je pense simplement à l'histoire de ce théâtre d'Ajaccio Saint-Gabriel. En 1827, quand Stéphanopoli, c'est Stéphanopoli le maire à ce moment-là, décide la construction de ce théâtre, en 1830, Ajaccio, c'est une bourgade, 9000 habitants, et on a un théâtre qui fait 950 places, c'est-à-dire 10% de la population. Et alors, j'ai fait un parallèle parce que ça m'a fait penser aux maisons de la culture, c'est-à-dire que les maisons de la culture, alors celle de Firminy par exemple, je prends toujours celle-ci parce que 17 600 habitants, on demande à Le Corbusier de construire une immense maison de la culture qui aujourd'hui connaît quelques déboires, mais Corbusier quand même, excusez du peu. Enfin, ils ont pas mais pris, simplement voilà, il faut une offre. Et la population répond, c'est-à-dire que si elle n'est pas sollicitée et s'il y a l'absence est pensée de manière radicale, évidemment, on ne ressent pas le manque. Le manque, au fond, n'est constitué qu'à partir du moment où l'offre fait ressentir que ça manquait.
et que il faut. Alors, donc, quand on se pose la question, les lieux qui manquent, je veux dire que il faut créer cet indice du manque pour que est-ce que c'est les on lieux aille qui vers manquent, là. est-ce que c'est les lieux qui nous manquent ou qui vous manquent? Parce que finalement, Oui. s'il n'y a pas de, parce que il y a eu des incendies avec des destins extrêmement différents sur la manière dont les gens ont réagi après l'incendie. On a tous évidemment en tête l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il était inimaginable que Notre-Dame ne soit pas reconstruite à partir du moment où les choses étaient possibles, et ça l'a été, parce qu'on n'imagine pas Paris sans Notre-Dame. Oui. Par contre, la démolition effectivement des Tuileries, par les flammes aussi, le Louvre continue à exister. On s'interrogera pendant 10 à 15 ans sur le fait de savoir si on reconstruit les Tuileries. Finalement, on décide de les raser de manière un peu plus systématique parce que finalement, c'est un manque qu'on va décider d'assumer. Pareil, on détruit Saint-Cloud, ça manquera à personne d'avoir enfin, dans la mémoire des historiens d'art, évidemment, c'est important, mais ça ne manque pas à la population. En tous les cas, ça devient un fantôme, et donc c'est un autre mode de gestion, soit de nostalgie, soit de regret, etc. Donc le rapport à ce besoin, il est finalement très déterminé parce que assez spontanément, la société va décider ou pas de réagir à cette destruction. Si moins de 10 ans plus tard, la poste est construite, je pense que le théâtre Saint-Gabriel ne devait pas beaucoup manquer aux Ajacciens quelque part, parce que sinon il y aurait eu on connaît des grandes manifestations de régénération de bâtiments. Quand on voit par exemple ce qui se passe à Varsovie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où le Palais Royal de Varsovie est rasé à moins d'1 mètre, enfin il reste même pas 1 mètre sur après les bombardements allemands et soviétiques sur les bords de la Vistule, on a une volonté de la société polonaise qui se met en place au milieu des années 65, qui va reconstruire le Palais Royal de Varsovie, je dirais à côté du pouvoir communiste, qui ne va pas accompagner cette manifestation, mais d'une génération spontanée de la société qui va décider de reconstruire complètement le Palais Royal de Varsovie, parce que ils estiment que c'est pas possible que la ville continue à ne plus avoir cette silhouette-là dans leur capitale. Donc le besoin crée à la fois aussi l'envie et la volonté. Oui, et sûr. donc, très clairement, enfin, en tous les cas, sur San Gabriel, comme vous dites, si ça ne fait même plus partie de la mémoire des Ajacciens quelque part, c'est peut-être qu'aussi l'usage du théâtre et de la pratique théâtrale ou de l'art lyrique ou d'autres choses s'est transféré dans d'autres espaces qui sont apparus tout aussi pertinents que pouvait l'être ce lieu qui correspondait peut-être à une forme de violence finalement symbolique qui n'a pas pris dans Ajaccio. Alors, je vais vous donner un indice sur les lieux qui ont pu intéresser les Ajacciens, ou du moins qui se sont construits de façon concomitante à la malheureuse destruction du théâtre. Le théâtre est détruit alors qu'on construit le casino d'Ajaccio. Bon, no comment. Je vous lis le passage de Paul Desantes qui décrit les premières publicités qui sont faites. Alors dans le livre, il y a une espèce de conjonction d'intérêts entre le préfet, l'opposition, le maire et des investisseurs, on va dire locaux, qui se disent que finalement, déjà, il y a cette troupe de troublions qui embête tout le monde et qu'en plus, ce serait beaucoup plus intéressant, moderne, pour réutiliser le terme, de construire un beau casino plutôt que d'améliorer, de restaurer à grands frais ce théâtre. Je vous lis le passage de Desantes et nous continuons. Alors c'est la publicité, en fait, il décrit la publicité du casino. I primi pubblicità che noi chiamavano reclami musciavano pinti all'uso muscia una facciata diada di un prossimo casino di fronte a Baticcia turchina da una Rolls framanti, scusate, sortia una civittola che
Gunneda Gorta, s'avviava verso la porta indurata, in due l'aspettava, impalaficato, ugrum, vistuto in violetto. Era sottolineato l'età moderna e di fatto prometia ai promotori non solo d'arricchire in poco tempo i giocatori fortunati e presto agiati che ne batteriano, ma soprattutto di modernizzare la città. Era infine pronta sa città ad entrare in un mondo meraviglioso di la Riviera française. Les premières publicités que nous appelions des réclames nous montraient, peint à l'usage, à la manière de Mouchat, une façade jaune, la façade jaune du futur casino face à la rive bleue. D'une Rolls flamboyante sortait une dame qui, avec une jupe courte, se rapprochait de la porte où l'attendait un palaficato, bon bref, posé là quoi, un groom habillé de violet, tout y est. Il était souligné, il était sottotitolato, il était intitulé Les temps modernes. Et de fait, les promoteurs promettaient pas seulement d'enrichir en peu de temps les joueurs chanceux et bientôt aisés qui viendraient jouer, mais surtout de moderniser la ville. Enfin, elle était prête, cette ville, à entrer dans le monde merveilleux de la Riviera française. Donc, voilà, une nouvelle modernité qui arrive en fait dans les années 30 et qui peut expliquer, qui peut donner des éléments de réflexion sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconstruit ce théâtre. Est-ce que déjà on n'avait pas, par une espèce de conjonction de la Chagor et de non-volonté, peut-être pas une volonté exacte, mais de se dire, bon, finalement, où mettre l'argent pour une ville comme Ajaccio dans les années 30? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux reconstruire une poste et puis aller vers la vraie modernité des années 30, comme à Monte-Carlo, comme sur la Riviera française, plutôt que de maintenir un théâtre dont on aurait toujours le temps de reparler plus tard? Ça reste presque d'actualité quand on sait qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales et les intercommunalités ont réduit de près de 50% les budgets culturels, par exemple. Non ? Il faut savoir que les collectivités territoriales sont les premiers financeurs et les premiers acteurs culturels sur le territoire national, puisque les musées, les théâtres municipaux, les conservatoires sont sur financement soit municipaux, soit intercommunaux. L'État apporte des subventions complémentaires à certains conservatoires, apporte des subventions complémentaires à certains théâtres qui sont labellisés ou reconnus, à la construction des musées, mais par exemple ne participe absolument pas, pour rester sur les musées comme ici au musée Fesch, ne participe absolument pas au fonctionnement d'un musée. Sur les 1200 musées de France, vous avez à peu près 45 musées nationaux qui dépendent entièrement de l'État, qui sont parmi les plus célèbres, effectivement, le Louvre, Orsay, Versailles, le Centre Pompidou, Fontainebleau, etc., qui sont financés 100% par l'État. Mais autrement, les 1150 autres musées, dont le musée Fesch, dont le musée de Montpellier, dont les très très grands musées, les musées de Lyon, les musées de Marseille, les musées sont financés par les municipalités. Donc après, il peut y avoir évidemment des baisses, et c'est vrai qu'il y a eu des impacts en matière de financement liés notamment au spectacle vivant, puisque c'est souvent ce qu'on appelle la marge artistique qui est impactée. Qui est la partie qui permet la création et la production d'œuvres, puisque c'est plus compliqué de ne pas payer les gens, de ne pas payer le chauffage, de ne pas payer l'électricité dans les bâtiments qui vous importent. Mais l'engagement des collectivités territoriales en matière de culture, si on a autant de grandes institutions culturelles en France, et si l'attractivité de la France est liée aussi à ce rayonnement culturel, c'est parce que c'est un engagement et une adhésion de l'ensemble des élus, malgré tout, au fait que la culture fait partie de notre lien social, est un élément fondamental de celui-ci, et que voilà, si peut-être il y a un manque à Ajaccio, c'est peut-être que dans ces liens sociaux,
il manque peut-être un endroit pour dire oui, le spectacle vivant n'est peut-être pas suffisamment incarné par un monument. Mais en matière de financement, ça je me prononcerai pas, je ne sais pas ce qu'il en est sur les financements d'Ajaccio et de la collectivité territoriale de Corse. Mais la culture est une responsabilité financièrement très partagée entre l'ensemble des grands acteurs publics, qu'ils soient locaux, enfin territoriaux ou nationaux, et c'est ça aussi qui fait sa force. Pour rappeler, je reviens au livre, pour rappeler ce que peut faire la culture, le ray de lumière justement que peut apporter la culture sur sur des jeunes Ajacciens tels que les présente Paul Desanti. Je vous lis encore un petit passage sur la réaction qu'a Santu Paoli, donc le héros qui raconte, qui lui prend fait et cause pour la troupe, et qu'il dit quel effet ça lui fait à lui d'être mis en contact avec ces gens de théâtre, justement, alors que jusqu'ici, c'est un jeune Ajaccien de 17 ans qui, ma foi, n'avait pas pris conscience de tout ça. Voilà ce qu'il dit. Ero stunato da che di abadessini cose chi, lavantu sotto all'occhia da zitedi, un bidiu quasi più, scambiava d'aspetto umecità, solo per chi uso sguardo me ne musciava virzuri sminticate. Si profuma chi non ci facevo più caso, si garuglia chi asalungavano affiorati da usore, sul rimore chi mischiava voci umani e risucchio marittimo, sa musica, dicia Poli, mi paria da rinasce, sotto un'altra forma, ciò che un tempo aveva coperto d'una lanza di ceneri. Traduction, j'étais étonné que ces gens fassent attention, enfin prêtent attention à des choses qui, les ayant vus sous les yeux, depuis mon enfance, je ne voyais presque plus. Tout changeait d'aspect dans ma ville, seulement parce que mon regard me le présentait sous des aspects oubliés. Ces parfums auxquels je ne faisais plus attention, ces rues qui s'allongeaient fleuries de soleil, ces bruits qui mélangeaient les voix humaines et le ressac de l'eau, cette musique, disait M. Poli, c'est le chef de la troupe de théâtre, tout me paraît renaître sous une autre forme, tout ce que le temps avait couvert d'une couche de cendres. Donc lui, au moins, le théâtre, au moins il y en a un à qui le théâtre a bénéficié. Alors, je vous le dis, si vous avez l'occasion de lire ce livre, comme le livre est écrit à deux voix, en fait, chaque fois que lui dit ça, il y a les commentaires perfides de Maria Ortzula qui arrivent derrière, et qui, elle, alors lui écrit dans un corps plutôt littéraire, et Maria Ortzula, c'est la Iacina, donc elle balance Avlakina, Avlakina Iacina, donc elle en balance quand et plus, elle ne supporte pas, elle dit oui, mais qu'est-ce que c'est, enfin, ce sont des gens, sos vergognati, sos buttiona, sos brancati, ce sont des prostituées, ce sont des antiphysiques, enfin, alors, si vous aimez la langue corse et le parler ajaccien, Paul Desanti a fait une espèce de récupération, de compilation, enfin d'utilisation de toute une série tout un vocabulaire parlé tout à fait agréable à retrouver. Alors, j'en arrive à une question plus presque politique, puisque finalement ces histoires de manque sont quasiment des considérations politiques. Finalement, nous sommes en 2026, donc presque 100 ans après la disparition du Théâtre Saint-Gabriel. Est-ce que dans la société de 2026 ou dans l'Ajaccio de 2026 ou même au-delà, reconstruire un tel lieu est finalement utile, s'il fallait envisager de le reconstruire? Avons-nous encore besoin d'un lieu pareil dans ce qu'est devenu la culture aujourd'hui? Ou, au contraire, est-ce qu'il est absolument indispensable de recréer ce pourquoi il avait été créé au départ, c'est-à-dire créer une espèce de lieu de culture dans lequel la culture, ce serait une sorte de creuset dans lequel se formerait progressivement une société. Alors à l'époque, c'est fait de haut, c'est-à-dire que c'est le préfet en fait, c'est les autorités, c'est les notables qui disent bon, il faut j'allais dire civiliser, mais au sens de la civiltà italienne, il faut éduquer en fait ces sociétés qui sont, pour Ajaccio, est encore un petit bourg, n'est pas ouverte à la culture française, et tout à fait, les élites ajacciennes sont tout à fait prêtes à recevoir ce genre de culture, ils l'ont déjà, confèrent les Bonaparte, et ainsi de suite, ils sont déjà tout à fait éduqués à ça. Mais finalement, aujourd'hui, où en serions-nous? Est-ce qu'il est encore nécessaire de faire des grands lieux unificateurs pour la culture, ou est-ce que finalement, ce qu'on dit de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire une société segmentée, fragmentée, où chacun fait sa culture de son côté, n'est pas suffisant pour développer la culture
d'un endroit comme Ajaccio ou d'un Ajaccio quelque part ailleurs. Je ne me prononcerai pas uniquement pour Ajaccio, mais je pense que les lieux de culture sont en tous les cas absolument indispensables à notre vie en société. On l'a vu ce matin, Laurence l'a rappelé, Jean aussi l'a rappelé. Les lieux de culture sont des endroits qui font société et qui permettent à la société à la fois d'exister et de se faire confiance à elle-même, c'est-à-dire de retrouver les raisons pour lesquelles justement il faut être ensemble. Ce sont des lieux, les lieux de culture, où contrairement à d'autres endroits, les gens ils sont ensemble de manière volontaire. Et cette capacité de pouvoir partager au moins la raison pour laquelle on est tous ensemble modifie complètement et l'atmosphère dans laquelle vous êtes et la raison et la manière dont vous allez vous adresser à la fois à vos voisins. On a tous eu des expériences formidables au théâtre où sur le siège à côté, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec lequel tout d'un coup vous échangez soit un moment d'enthousiasme, soit un truc en vous disant non vraiment là c'était pas possible. Et c'est aussi cette espèce de lien très éphémère qui permet à tout le monde de faire société et de savoir pourquoi on est ensemble. Et on l'a aussi quand on regarde ensemble une pièce, donc non seulement une pièce de théâtre, on a un morceau de musique ou qu'on est devant un tableau dans un musée. Donc je pense que c'est cette démarche volontaire qui justifie pleinement à la fois le fait d'avoir des grands lieux culturels. Après, le fait de savoir s'il faut des grands, des petits, c'est l'échelle n'est pas un sujet en matière de culture. Vous avez des lieux qui sont tout petits et qui sont des lieux de culture absolument extraordinaires. Si je pense à la chapelle de la guerre et de la paix de Picasso, qui n'est pas très, qui est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est toute petite et c'est pourtant un lieu où souffle l'esprit. On parlait de Vence ou des chapelles de Matisse aussi, des endroits où, et c'est pas parce que ce sont des lieux spirituels, mais ce sont des endroits où l'esprit a soufflé, je dirais tellement fort que de toute manière vous êtes emporté. Et l'échelle n'a rien à voir avec le sujet. Vous avez des très grands lieux dont on sait que ils sont dépourvus en tous les cas d'émotions. Ils ne sont pas dépourvus de grandeur, mais ils peuvent être dépourvus d'émotions. Donc je pense qu'un lieu culturel est fondamental pour notre société, encore plus justement parce que c'est celle qui permet d'avancer. Ernest Renan avait une très belle phrase qui disait « La République est un plébiscite de tous les jours ». Et je pense que la culture, c'est la même chose. La culture est une démarche de tous les jours. Il faut pouvoir tous les jours avoir un endroit ou une envie de réaliser quelque chose qui fait que voilà, vous êtes dans la beauté, des choses qui sont utiles, mais pas forcément, enfin, une forme de nécessité qui est très différente d'une utilité quotidienne. Donc oui, bien sûr qu'il faut des lieux de culture, et à Ajaccio comme partout ailleurs, et j'espère que c'est bien le cas et que vous en avez des tonnes de lieux à Ajaccio. Nous avions parlé aussi dans nos discussions de monumentalité intégrée, c'est-à-dire de lieux qui ne seraient plus des espèces de grands théâtres comme ça à colonnes tombés du ciel et imposés par le haut, mais plutôt des choses voulues. On parlait par exemple de l'auditorium de Pigne, qui est une réalisation. Oui, qu'on avait été visiter, mais il y a déjà bien une vingtaine d'années avec mon mari Jean-Luc Soulier, donc qui a été fait par Tony Casalonga à Pignan, et qui est un auditorium extraordinaire qui à la fois réalise une harmonie avec l'ensemble du paysage, réalise aussi une architecture contextualisée en rapport avec la lumière de la Corse, en rapport avec la musicalité de cette île extraordinaire. Et pour moi, ça fait partie des magnifiques réalisations où je pense que si un jour il arrivait un malheur, ce que personne ne souhaite, à cet auditorium, je suis sûre qu'il serait reconstruit immédiatement parce qu'il est indispensable. Donc un lieu finalement doit s'ancrer quelque part à la fois dans le cœur des habitants et aussi être dans un contexte qui le rend nécessaire et indispensable. Je vais peut-être être un petit peu provocateur. Je veux dire, c'est un souhait que nous pouvons tous avoir de faire de la culture ce lieu de rassemblement et de médiation sociale, évidemment. Mais la question qui a été posée par Philippe, c'est
au fond, ce besoin est-il encore ressenti sur ce mode-là, sous ces formes-là? C'est-à-dire que, je veux dire que quand, par exemple, Malraux lance les maisons de la culture, l'intention, je cite là une formule, elle est peut-être inexacte, mais elle est à peu près celle-ci, des cathédrales sans religion, où les gens se rencontrent et rencontrent le meilleur d'eux-mêmes. Bon, et on avait eu cette discussion ensemble, Marie-Christine. Bon, c'est vrai que on aurait pu penser que c'était une sorte de jacobinisme. Moi, je pensais, et vous m'avez dissuadé de la chose, que c'était une sorte de jacobinisme, de parisianisme qui voulait effacer le rapport entre la province et Paris, avec la formule de Malraux, la hideuse province. Bon, ça c'était en 1960, dans les années 66, 65, 66, 67. Voilà. Aujourd'hui, dès 1980, on a eu une fonction de décentralisation et décentralisation de la culture, avec la possibilité que surgisse, ce qui est très bien d'ailleurs, une forme de régionalisme. Aujourd'hui, on est confronté à une situation où la brutalité du monde politique est telle qu'elle infuse dans le monde de la culture. Je veux dire que, sans me référer à l'accord, les identitaires et les wokistes s'affrontent avec une brutalité absolument invraisemblable qui rend difficile qu'on puisse penser quelque chose comme une culture unique, de partage, transpartisane. Ça devient extrêmement difficile. L'exemple qui nous est donné le plus récent, c'est Michalik, qui écrit une pièce, Le Passeport, sur un jeune Érythréen, qui va tenter de la faire représenter à Castres, et changement de municipalité, on ne citera pas les partis, qu'importe, et la pièce est récusée, et il faut qu'elle soit donnée ailleurs. Donc, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui des formes culturelles de plus en plus parcellisées qui, au fond, rappellent ou redoublent le morcellement idéologique auquel nous sommes soumis. Et dans ces conditions, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut parler de la culture? Est-ce qu'il y a une culture, une forme d'universalité abstraite qui serait la culture et à laquelle on pourrait s'accrocher? Il me semble qu'on est de plus en plus confronté à des situations plus de l'ordre du polémos, quoi, de l'ordre du conflit. Mais peut-être est-ce cela la démocratie, hein, le conflit, conflit neutralisé par la politique, l'affirmation des litiges. Marie-Christine, le mot de la fin ou... Non, avec ça. Non, il y a un autre mot de la fin, vous inquiétez. Non, mais je pense que, enfin, je dirais que ça n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Ah, mais sûrement pas. Et oui. Pas de la ça n'est pas, voilà, ça n'est pas parce que le dialogue et l'échange qui sont la base de la culture peuvent être contestés qu'il faut renoncer au contraire et à ce dialogue et à cet échange. Et je pense qu'au contraire, c'est ça qui les rend encore plus nécessaires. Fernand Braudel disait la France est diversité. Il pensait sans aucun doute à ses paysages et à sa diversité, et comme dirait le général de Gaulle, pas uniquement à ses 360 fromages, mais je pense que c'est la même chose. La culture est diversité. Oui. La culture, c'est la diversité, c'est le dialogue, c'est l'échange. Il n'y a pas de culture universelle. Ce qui est universel, c'est le fait d'avoir ce besoin d'échanger, de parler, de dialoguer entre nous, de savoir qu'on n'est pas d'accord, et que le débat soit justement du débat et pas ni de l'insulte ni de l'invective, et que sur la base de ça, on puisse cultiver un esprit critique. Regarder un tableau, écouter une pièce de théâtre, ça n'a de sens que si on en tire quelque chose pour soi-même et que on peut modifier son système de référence et son regard sur le sujet. Et ça, je pense que cette démarche-là, c'est la démarche même de la culture, et c'est une démarche, je pense, auquel personne d'entre nous ni ne doit renoncer à l'apprentissage et à la nécessité de le faire comprendre aux personnes. À Fontainebleau, nous accueillons plus de 50 000 scolaires
qui, pour beaucoup d'entre eux, viennent aussi de quartiers prioritaires de la ville, n'ont pas de système de référence quand ils arrivent dans des salles où se déploient sur des centaines de mètres carrés de fresques les histoires de la mythologie ou les premières scènes de l'Iliade et de début de la guerre de Troie. On leur explique ce que ça signifie, on leur explique pourquoi il y a des personnages qui sont nus, pourquoi il y a ce qui symbolise, et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont ça devient pour eux après un jeu, pour arriver à retrouver tel personnage. Ah mais je le reconnais, celui-là, il a une lyre, donc ça doit être Apollon. Donc ça veut dire que les femmes qui sont à côté, c'est peut-être donc, et c'est cette ouverture et cette distillation du regard qui, je pense, est la mission de toutes les personnes qui travaillent sur les cultures, que ce soit des gens de théâtre, que ce soit des historiens d'art, que ce soit évidemment des écrivains, et qu'il faut absolument jamais renoncer. C'est la mission républicaine par excellence. C'est celle qui était la très très belle définition que donne le conventionnel. J'ai oublié le nom, mais ça peut-être qu'on se souvient quand il crée le Muséum central des arts, donc au Louvre, en disant ce sera le lieu où le père pourra emmener son enfant, où le maître pourra emmener son élève pour son instruction et sa délectation. Oui. Et je trouve que ça reste une définition absolument magnifique et parfaite, non pas de l'ensemble de la culture, mais en tous les cas de la démarche qui fait que, il faut continuer à y croire, et donc peut-être reconstruire un théâtre Saint-Gabriel à Ajaccio. Qui sait? Alors je laisserai, une perspective optimiste, je laisserai le mot de la fin à Paul Desanti, donc je vous lis un dernier extrait qui va clore notre discussion, mais les questions sont ouvertes après. Donc dernier extrait de cette œuvre. I Stagnarono de Scienza funi trasportati di notte e fu di notte che du schiattetti l'incendio. Donc les bidons d'essence furent transportés de nuit et ce fut de nuit qu'éclata l'incendie. U mondo s'aggruguletti di fronti. C'era anche io, figliavo i visa. Un ci vidio né tristezza né rimpianto nell'agni. Maria Ursula sinistadia anch'edda muta e zitta. U prefetto, chiamato sopralogo, capizzava senza fa commenta. U Mary imborrava a sua pipa. Jean-Gé si grattava a due pezzo. Ostia scaccannava in modo tontino. Non c'era né Lisandro Beretti né Iso Sbiri. E in un fraio sentiti, niso sicuro, in fraio, scusate, sentite niso sicuro qualcosa come un trizimmo. Non si podia confondere in quella traccia di faro che dignolavano d'ogni rocchi. Nimo sentì fordeo. Era l'ultima nota straziante di un violino, una nota che, dattando per me, non ne compia mai. Donc, le monde, les gens se regroupaient devant le théâtre. J'y étais aussi. Je regardais les visages. On n'y voyait ni tristesse, ni regret, ni pleurs. Marie-Ursule était là aussi, Tsitemouta, muette. Le préfet, appelé sur les lieux, hochait de la tête sans faire de commentaires. Le maire bourrait sa pipe. Jean-Gé, c'est l'opposant au maire, se grattait la nuque. Ostia, c'est le curé, ricanait sur un mode idiot, enfin ricanait bêtement. Il n'y avait pas Lisandro Beretti et ses sbires. Lisandro Beretti, c'est l'investisseur revenu de Marseille avec une équipe de sbires. Et dans ce vacarme, j'entendis, j'en suis sûr, quelque chose comme un grincement qui ne pouvait se confondre avec le bruit de fer qui tintinabulait, on va dire, qui faisait vacarme partout, dans tous les lieux. Personne ne l'entendit à part moi. C'était la dernière note tourmentée du violon de Pauli, le chef de la troupe. Une note qui, depuis, pour moi, n'a jamais fini. Je vous remercie. Alors, la parole est à la salle. On a le temps pour quelques questions. Donc, si vous en avez.
réponses à nos interrogations historiques. Oui, merci. Merci pour ces échanges très riches et avec le passage en langue corse et langue française. Je pense que la langue corse, c'est surtout du taravé et pas de l'ajaxien, en fait, ce qui est écrit. Mais bon, mais voilà. Juste deux commentaires rapides. Le premier, il concerne le rôle des mécènes et des gens qui mettent de l'argent dans ces constructions-là, et y compris pour les faire fonctionner. Et il me semble que dans le cadre du théâtre Saint-Gabriel, il y a une figure ajaxienne extrêmement forte, qui est Simon Giovanni, et qui a joué un rôle majeur justement dans la possibilité de ce théâtre de se maintenir autant de temps. C'est-à-dire qu'en gros, il perdait de l'argent. Il perdait de l'argent, et au moment où il a brûlé, quelque part, son rôle économique était déjà extrêmement discutable, on peut dire. Voilà. Donc je pense que ça aussi, ce sont des questions importantes, comment finalement ces lieux arrivent à survivre, arrivent à faire face à l'ensemble des modes de fonctionnement qui coûtent de plus en plus d'argent. Voilà. Au passage, je voudrais simplement signaler que dans le cas de la Corse, l'activité culturelle a été dévolue à la collectivité de Corse. Donc la loi portant statut particulier fait que la partie culturelle, à part l'archéologie et l'architecture et le cadre de vie, tout le reste a été dévolu à la Corse. Donc aujourd'hui, la collectivité de Corse gère l'ensemble des crédits, dont le spectacle vivant, bien sûr. Voilà. Donc je voulais rajouter cet élément-là. Le deuxième point que je voulais rajouter, c'est que finalement, dans ces années 20, puisque c'est typique des années 20, donc il y a quand même eu pas mal de pratiques musicales qui ont été permises par l'existence de ce théâtre. Il y avait des écoles de chant qui fleurissaient, et on peut même penser que Tino Rossi est un enfant de Saint-Gabriel en réalité. Voilà. Et donc il y a eu effectivement une transition générationnelle sous une autre forme finalement, mais qui prend sa place dans le continuum historique. Voilà ce que je voulais rajouter. Justement, vous avez évidemment mis le doigt sur un des points les plus importants. Pour ce que j'en sais, et ce que j'ai lu sur le théâtre Saint-Gabriel, entre 1830 et 1835, on passe de la comédie au drame, et il y a un effondrement financier du théâtre. Et ça ne repart qu'à partir du moment où le bel canto, on est dans l'ère italique, seul cet aspect de l'opéra est reçu ici. Et à ce moment-là, ça repart extrêmement fort, au point qu'en 1854, d'après ce que j'ai lu, la Scala de Milan, qui ne s'était jamais déplacée en France, vient pour la première fois hors de ses murs à Ajaccio. Donc, on voit bien que il faut qu'il y ait une rentabilité pour qu'il y ait une perduration de la chose. Sans quoi ça ne fonctionne pas. Alors c'est aussi ça qu'on peut se poser par rapport au manque en général. C'est-à-dire, est-ce que par rapport au regret, à la nostalgie, enfin à un manque que certains peuvent dénoncer de l'absence de théâtre, par exemple, je dis Ajaccio, mais ça peut être ailleurs. Si il n'y a pas une demande suffisante, est-ce que ça va tenir? Alors évidemment, l'offre change le rapport à la demande et crée le besoin aussi, mais bon, c'est vrai que la dimension financière n'est pas quelconque. Rapidement, vous faites bien de rappeler effectivement le rôle de Simon Giovanni, qui est le dernier, le dernier régisseur du théâtre Saint-Gabriel. Là, je le dis de ce que j'ai pu lire sur le théâtre Gabriel, en fait, il est toujours en tension financière. C'est un poids énorme parce que, par exemple, un de leurs gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de troupe présidente. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il faut qu'il recrute des musiciens. Et donc, alors, ils recrutent des locaux. Enfin, il y a une petite ressource locale de musiciens, mais à chaque fois, il faut constituer un orchestre. Donc, ça coûte très cher. Il faut amener les décors. Il y a les limites de l'insularité qu'on connaît encore aujourd'hui. Enfin, ils ont toutes les contraintes. Il n'y a pas de changement là-dessus. Et donc, c'est vrai qu'on sent bien que c'est un
c'est un théâtre qui continue d'exister envers et contre tout. Et à Marne, il y en a les derniers musiciens qui arrivent. Alors ça, c'est un petit clin d'œil de Paul Desante. Paul Desante est né à Petreto-Bichisano, c'est pour ça qu'il est dans Taravez, et voilà, on est dans le Soutana, tu vois. Les derniers musiciens qui arrivent sont des fascistes, ce sont des musiciens romains qui arrivent et qui font en fait de la propagande fasciste, parce que c'est l'époque, enfin on est dans les années 27, on essaye de faire fonctionner ça, et puis Paul Desante il connaît très bien cette partie de l'histoire de la Corse, et donc je pense qu'il le voit aussi comme une espèce d'ultime effondrement, quoi, c'est-à-dire que les derniers musiciens qui arrivent, c'est plus des locaux, parce que les locaux veulent pas y aller, enfin, c'est compliqué pour eux, et ce sont des musiciens envoyés par Mussolini, ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une tension autour, perpétuellement, pendant les 100 ans d'existence, du moins tel qu'il apparaît dans les études qui ont été faites sur lui, le théâtre Saint-Gabriel est toujours un peu sur le fil, avec des bonnes années qui rattrapent les mauvaises, un peu comme tous les théâtres en fait. Oui, je pense que c'est quand même aussi une logique globale de l'ensemble du spectacle vivant que d'être dans un équilibre extrêmement précaire et d'avoir besoin de la subvention publique pour équilibrer ses comptes. Ce n'est pas, par principe, le coût de la place de théâtre et ne fonctionne que parce qu'elle est subventionnée et que on est dans un équilibre complètement différent où finalement la subvention publique vient annihiler ou le déficit d'exploitation annuel plus ou moins important de n'importe quel théâtre ou de n'importe quel opéra, etc. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que cette partie-là de la culture, comme beaucoup d'autres, a besoin d'un appui des pouvoirs publics pour pouvoir fonctionner. Sinon, on est dans une autre économie qui est celle de l'illustre théâtre de Molière, par exemple, qui va à travers les routes, mais qui ne durera pas non plus très longtemps, puisque au bout de 10 ans, il se fatigue, il en a marre, et qui va rentrer en disant l'hôtel de Bourgogne et la protection du roi, enfin, d'abord du frère du roi et ensuite du roi, c'est quand même plus facile. Voilà. Oui, j'ai une question. Oui, merci, merci aux participants. Je voulais rebondir ce qui vient d'être dit en vous remerciant parce que j'ai l'impression que je prends conscience de ce qui me frappe d'une continuité que je connaissais pas entre Malraux et Napoléon quelque part, c'est-à-dire avec cette idée d'aménagement culturel de la France avec donc un musée, un théâtre partout. Et je pensais pas que Malraux avait été si peu créatif finalement dans la généralisation de la maison de la culture, puisque c'est une idée qui revient manifestement plutôt à Napoléon. Excusez-moi, je rends à César, si je puis me permettre, ce qui lui appartient. Mais il y a quand même une différence fondamentale, et c'est sur la partie budgétaire. L'État napoléonien est un État pauvre qui n'a pas du tout l'argent nécessaire pour entretenir et surtout pour faire fonctionner une myriade de théâtres municipaux dans toutes les provinces. Non seulement l'État, mais les municipalités également sont assez exempts. Elles n'ont de crédit qu'en investissement, mais très très peu pour assurer le fonctionnement. Alors qu'en 1965, c'est-à-dire 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et donc à un moment où la guerre est finie, et où donc la dépense militaire, alors elle s'éteint pas complètement, enfin quand même l'effort de guerre est nettement moins important qu'avant, l'État gaulliste est un État extrêmement riche. On est dans des années à 5 points de croissance et où surtout le salariat s'est généralisé, les prélèvements sociaux et les prélèvements fiscaux ont énormément pris de volume après la Seconde Guerre mondiale, avec la création d'État-providence. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à Malraux, et ce qu'aurait peut-être voulu Napoléon à l'époque, d'un coup, on a de l'argent pour faire fonctionner les théâtres, et donc changer intégralement de modèle économique. Le théâtre municipal bascule dans le service public, dans l'idée que finalement c'est l'impôt que les mairies prélèvent directement, c'est la contribution de l'État au fonctionnement des villes qui va permettre de faire fonctionner ces théâtres municipaux et même ces fameuses scènes nationales dans lesquelles l'État a une part financière importante, mais qui ne dégage pas la part financière des communes. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu long, c'était juste pour vous dire que cette grande idée napoléonienne a été reprise par Malraux et peut-être amplifiée. Est-ce que je dis une bêtise en vous offrant cette hypothèse ou est-ce que c'est quelque chose qui est à peu près juste?
En tous les cas, c'est une vision intéressante. Je pense que c'est lié aussi, ce qui a été très bien rappelé par Antoine Compagnon hier sur l'année 1966. On est, comme vous le dites, sur une période de croissance économique extraordinaire, de croissance aussi démographique, et donc les moyens publics sont plus importants, et qu'il y a aussi une volonté de créer des espaces malgré tout de liberté et aussi de culture partagée qui sont très forts, puisqu'on a aussi besoin de réassimiler et de réintégrer les personnes qui reviennent des colonies et donc de la perte de l'Empire français, évidemment avec toute la partie notamment de l'Algérie. Donc il y a aussi ce besoin de recréer des endroits. Et c'est pour ça que les maisons de la culture, c'est plus large, c'est-à-dire que la notion de Malraux n'est pas une notion de vouloir créer, au contraire, des espaces où on continue à sectoriser les disciplines artistiques, ce qui pouvait être un peu le cas de la vision rationaliste du 19e siècle, voire effectivement napoléonienne, et puis qui s'est continué malgré tout sous Guizot et même sous la Troisième République. On a sur une vision d'avoir justement une espèce d'approche beaucoup plus globalisante, qui correspond d'ailleurs très bien à l'ensemble de la philosophie et de l'interprétation de l'histoire de l'art vue de Sirius, qui est quand même celle de Malraux, c'est-à-dire que ce soit des endroits où justement le dialogue entre les arts, le dialogue entre les civilisations, les cultures, puisse se faire sans étanchéifier les systèmes. Et c'est un moment où, ça a été un des éléments des débats des différents tables rondes qui ont eu lieu ici, et je voudrais remercier Michel pour la qualité magnifique de ce festival. C'est un moment où effectivement la question de la culture légitime ou illégitime, ou de la question de la culture, de la grande culture savante et de la culture populaire, va commencer à être obligée de s'hybrider et de fonctionner de manière très différente. Et je pense que ça, c'est un des grands éléments de différence, ou en tous les cas de perception de modernité de Malraux, c'est de se dire que voilà, là, il n'y a pas une culture supérieure à une autre. Il y a une démarche culturelle qui est forte, qui celle d'ailleurs, c'est intéressant. Son ministère s'appelle le ministère des Affaires culturelles, pas le ministère de la Culture, ce qui signifie complètement autre chose. C'est-à-dire que les affaires culturelles sont des choses, comme on disait, les affaires étrangères. Les affaires culturelles sont des choses qui doivent regarder l'ensemble du fonctionnement de la société au prisme d'une lecture culturelle finalement. Et je pense que c'est ça la grande différence, c'est qu'effectivement Malraux fait confiance aux artistes et à tous les acteurs culturels pour leur dire: proposez-nous une vision de la vie, de l'avenir et de la société dans lequel tout le monde peut être embarqué. Et c'était peut-être un message un peu optimiste, mais on sait que c'était la période aussi où finalement, voilà, la notion de progrès dont on a parlé ce matin apparaissait comme pouvant être une forme de solution. Pour faire le lien avec la lente, très lente et construction de ce que nous appelons nous l'État moderne, c'est vrai que, comme on l'a dit, comme ça a été dit hier dans la discussion entre Jean-François Sirinelli et Antoine Compagnon, les 30 Glorieuses sont une espèce de moment suspendu dans lequel, enfin, nous, on a souvent eu tendance, on parlait de nostalgie, à le prendre comme une espèce de paradis perdu qui aurait dû être la normalité de nos sociétés, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans les 30 Glorieuses, le contexte qu'on a déjà souvent rappelé fait que l'État a les moyens de ses ambitions et donc peut réaliser des choses qu'ils ont en tête. Alors on parlait de Louis XIV et de l'hôtel de Bourgogne, enfin Napoléon et ainsi de suite. Enfin, ça fait très longtemps en fait que l'État se dit on pourrait faire des choses, mais ce sont des États hypo-administrés, comme on dit, c'est-à-dire il n'y a pas d'administration, il y a très peu de gens, il y a très peu de fonctionnaires. Et là, il y a une espèce de moment magique dans lequel il y a des fonctionnaires, il y a une population éduquée, une population salariée, il y a de l'argent, il y a des moyens techniques pour réaliser ça. Et donc les 30 Glorieuses sont plus une sorte de moment suspendu qui ne se présentera plus, j'en sais rien, mais enfin qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel plutôt que la normalité d'une société. C'est peut-être pour ça aussi que nous avons du mal à continuer de concevoir une action de l'État actuelle avec des moyens différents, une société différente et une structure différente, en se renvoyant au miroir de l'année mirifique 1966, qui de toute façon n'est plus du tout envisageable dans nos sociétés actuelles. Enfin, pas
pas sous les formes de l'époque ou comme le rêvait Malraux, pour une société démocratique en plus, ce qu'il faut quand même signaler, parce que l'État a les moyens, au moment où, coup de chance pour nous, la France est une société démocratique.